C'est notre cycle de vendanges en ligne. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour inaugurer un nouveau cycle de vendanges en ligne, vendanges du savoir en ligne au cours du mois de janvier, qui porte sur une thématique commune que nous déclinerons 3 jeudis consécutifs. Cette thématique, c'est celle des architectures viticoles, avec 3 intervenants qui ont des profils scientifiques variés, qui vont vous proposer ainsi des interventions très complémentaires. Nous accueillons aujourd'hui, et nous le remercions, Dominique Ganibank, historien de l'architecture, que Marguerite Figeac vous présentera juste après. La semaine prochaine, vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous. Nous aurons le plaisir d'accueillir l'historien Michel Figeac de l'Université Bordeaux-Montaigne, qui présentera une conférence intitulée Entre délices de l'otium et nécessités économiques, le château viticole en Bordelais, ce qui donnera l'occasion de faire le point sur ce qu'on appelle historiquement le château viticole, comment il s'est construit, comment il s'est élaboré, en parallèle avec la spécialisation viticole et les besoins de la production, et en même temps des besoins aussi d'ostentation sociale, de mise en évidence de la richesse des propriétaires. Et troisième session, ce sera le jeudi 22 janvier avec le géographe Michel Réjalot qui abordera l'architecture viticole urbaine, en particulier avec le quartier des Chartrons, genèse, apogée et crise d'un quartier viticole, de façon à voir comment le commerce du vin, la conservation du vin a participé à façonner un urbanisme, une économie urbaine aussi, et bien sûr après comment ces quartiers ont évolué avec la transformation de cette activité économique. Donc nous avons 3 conférences qui vont durer chacune environ 40 minutes. Pour ceux qui sont habitués, je le rappelle, et pour ceux qui ne le savent pas, vous allez le découvrir. C'est une conférence en laquelle vous pouvez intervenir dans le chat, qui est donc ouvert à tous. Vous ne pourrez pas poser des questions directement à l'oral, mais par contre, Marguerite Figeac fera la modération et elle synthétisera les questions et les posera ainsi à l'intervenant de façon à ce que vous puissiez avoir les réponses qui peuvent survenir aux questionnements qui pourraient être les vôtres. Donc n'hésitez surtout pas à poser des questions dans le module qui est pourvu à cet effet. Donc je vous souhaite une très bonne conférence et je laisse place ici à Marguerite Figeac pour qu'elle présente Dominique Ganibank, que je remercie une nouvelle fois de la conférence qu'il va nous proposer. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous et merci d'assister à ces vendanges du savoir et lors de ce début d'année. Alors, en ce qui concerne ces vendanges du savoir dédiées à l'architecture, on va commencer par le 19e siècle et par une famille d'architectes qui a beaucoup compté sur Bordeaux, qui est la famille Garros. Famille Garros, où il y a véritablement une dynastie d'architectes et qui ont travaillé pour la viticulture, pour les châteaux viticoles. Et c'est Dominique Ganibank qui va faire la présentation ce soir. Dominique Ganibank, qui est historien de l'art contemporain, spécialiste de l'architecture vitivinicole pour le sud de la France. Il a collaboré à de nombreux ouvrages et en particulier, je voudrais insister sur 2 ouvrages qui me semblent intéressants. L'œuvre des Garros en Occitanie, 1860-1930, qu'il a réalisé avec Alix Audurier-Cros et Olivier Liardet. Et puis, ce ouvrage d'ailleurs, qui a eu le prix des arts de l'Académie nationale des sciences et belles-lettres et arts de Bordeaux. Et puis, un autre ouvrage de Dominique Ganibank,
euh, qui a eu un prix en 2022 de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Ce livre est Vin et architecture dans l'ancien Languedoc-Roussillon. Donc voilà, je lui cède tout de suite la parole pour cette présentation sur une dynastie d'architectes, les Garros. Merci Marguerite. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, sachez que par le développement de son vignoble de masse, l'ancienne région du Languedoc-Roussillon connaît entre les années 1860 et 1920 un phénomène de castellisation sans précédent. Grâce aux profits tirés du commerce du vin, la bourgeoisie régionale fait appel à des architectes de renom pour édifier des châteaux de plus en plus spectaculaires. Ces constructions, symboles de réussite économique, cherchent à marquer la nouvelle position des propriétaires, exprimant ainsi leur ascension dans l'échelle sociale. Parmi les architectes sollicités, le Bordelais Michel-Louis Garros occupe une place centrale dans ce vaste mouvement de construction. Il se constitue une clientèle considérable dans le grand sud-ouest de la France et laisse une empreinte durable sur les paysages des régions de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie. À partir des années 1880, il intervient fréquemment à Languedoc, région alors en pleine effervescence, au point que certains n'hésitent pas à la qualifier d'Eldorado du vin. Il y adapte les modèles bordelais aux ambitions des propriétaires locaux. Son fils Alexandre reprend ensuite son activité, poursuivie plus tard par son petit-fils, ses petits-fils Louis et Marcel, formant ainsi une véritable dynastie d'architectes forte de 4 générations, dont l'agence restera active pendant près de 130 ans. Loin de se limiter à l'architecture viticole, cette agence réalise de nombreux logements privés ainsi que des édifices publics et cultuels, contribuant de manière significative à l'embellissement des villes et des territoires, et notamment, bien évidemment, Bordeaux. Michel-Louis Garros et ses descendants interviennent ainsi sur près de 200 domaines viticoles, avec des opérations allant de la construction ex nihilo de châteaux et de leurs dépendances à des restaurations que je pourrais qualifier de plus ponctuelles. Cette communication va vous présenter les résultats d'un programme de recherche financé par le ministère de la Culture et s'appuie notamment sur un rapport de plus de 1000 pages écrit avec Madame Alix Audurier-Cros et Madame Cécile Dantarib, qui a été la pionnière pour ce sujet. À présent, pour fixer le cadre historique et géographique des interventions des Garros, il me semble nécessaire de mentionner brièvement l'évolution du vignoble en Bas-Languedoc. Dans le dernier tiers du XVIIe siècle, la création de 2 œuvres majeures du génie civil vont s'avérer fondamentales pour l'essor futur
de la viticulture. La réalisation du port de Sète en 1666, et là vous pouvez voir ce tableau de Robert Mols, c'est la réalisation de ce port apporte de nouveaux débouchés au commerce languedocien qui manque alors cruellement d'ouverture depuis l'ensablement des ports d'Aigues-Mortes, Agde et Narbonne. L'historien Stéphane Lebras n'hésite pas à désigner ce port comme l'intendance d'écoulement de la viticulture méridionale. En effet, Sète, grâce à sa situation géographique et aux nouveaux moyens de transport fonctionnant à la vapeur, comme vous pouvez le voir sur cette image, devient, dans la seconde moitié du XIXe siècle, une plateforme multimodale ouverte sur la Méditerranée et le monde. La seconde œuvre est la mise en service en 1681 du canal royal de Languedoc, célèbre œuvre de Pierre-Paul Riquet. Grâce à ces 240 kilomètres qui vont de Sète à Toulouse, le canal permet de gagner, via la Garonne, le port de Bordeaux. Désormais, les productions transportées sur des barques dites de patrons, les fameuses gabarres, peuvent emprunter un chemin d'eau qui leur ouvre d'un côté la Méditerranée, de l'autre l'Atlantique. Rappelons que l'Occitanie a la chance de conserver la plus vieille barque de patron encore en état de naviguer, la Marie-Thérèse, qui a été inscrite en 2020 au monument historique. Si vous souhaitez la voir, d'ailleurs, petit aparté, vous pouvez toujours aller dans ce délicieux village qui est Vintenac à Minervois, et la Marie-Thérèse appartient notamment à la cave coopérative. Au milieu du XIXe siècle, les nouveaux moyens de transport vont devenir les vecteurs de la décentralisation. Ils ouvrent les productions régionales aux marchés nationaux et internationaux et facilitent les importations. L'historien et professeur des universités Robert Laurent, décédé en 2001, est un des premiers à faire remarquer que l'introduction des blés étrangers sur le marché favorise l'extension du vignoble en Languedoc-Roussillon. Pour le professeur Jean Sagne, la crise de l'oïdium et le chemin de fer agissent au-delà du monde vinicole et modifient radicalement les données économiques dans le bas Languedoc. L'arrivée du chemin de fer à Béziers en 1857, qui je rappelle est déjà relié par le canal du Midi, bouleverse profondément le paysage du Biterrois, mais aussi du Narbonnais. Ce mode de transport, plus rapide et bien moins coûteux que le canal, révolutionne l'acheminement des vins et alcools et propulse Béziers au rang de capitale du vin. L'introduction des wagons-foudres, comme vous pouvez le voir à l'écran, dans le dernier quart du XIXe siècle, avec une capacité de 200 hectolitres en moyenne, rend le transport encore plus efficace. L'ouverture en 1895 de la ligne de chemin de fer Béziers-Neussargues-Paris, célèbre pour son remarquable viaduc de Garabit, facilite considérablement l'accès au marché du Nord
de l'Est et de la région parisienne. Ce total désenclavement de la région, couplé à l'augmentation de la consommation du vin dans les centres urbains, va changer le rapport à l'agriculture. La viticulture connaît alors un essor triomphal dans la région, couvrant plus de 450 000 hectares en 1900. Et ces vins s'invitent sur les tables des cafés et cabarets parisiens, univers que des artistes tels que Toulouse-Lautrec ont su magistralement retranscrire dans leurs œuvres. En Languedoc, à l'exception des châteaux féodaux, les grandes demeures nobiliaires de l'Ancien Régime, comme par exemple Marsillargues, forment un ensemble relativement modeste. Jusqu'au règne de Louis XV, le paysage rural est dominé par les métairies, des maisons de maître entourées de bâtiments d'exploitation simples, axés sur la polyculture traditionnelle. Jean-Denis Bergas, ancien président de la Société archéologique de Béziers, explique le petit nombre de châteaux construits au cours de cette période par le fait que ce pays eut une noblesse pauvre qui a peu extériorisé le goût et la puissance. Toutefois, il y a toujours une toutefois, à la fin du XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe, un premier phénomène de castellisation voit le jour dans le Picénois et le Montpelliérais, avec la construction des folies. Les folies, ce sont des résidences secondaires campagnardes. Elles permettent aux riches détenteurs de faire villégiature tout en exerçant un contrôle périodique sur leurs propriétés. Ici, je vous ai mis 3 exemples parmi tant d'autres. Facteur d'importance pour l'avènement de ces châteaux viticoles, la Révolution française, avec la vente des biens nationaux qui va changer profondément le finage foncier de la région en le fragmentant. Pour citer un seul exemple, sur l'ancien diocèse de Béziers, fort à l'époque de 103 paroisses, Jean Sagne estime que les biens d'église représentent à eux seuls 27% de son territoire et 20% de la surface bâtie de la ville. Conséquence de ces ventes, la campagne languedocienne va être structurée par des constructions qui doivent répondre aux besoins des nouvelles exploitations. Les acquéreurs, issus majoritairement des rangs de la bourgeoisie, enrichis par le négoce, l'industrie et les charges rémunératrices, s'intéressent aux revenus qu'ils peuvent obtenir de la propriété par une bonne exploitation. Sur les bâtiments qu'ils font construire dans la première moitié du XIXe siècle, le fonctionnel prime encore, même si de rares manifestations architecturales apparaissent. On est dans l'être avant de paraître. À partir des années 1860, des propriétaires, ou plutôt des multipropriétaires, commencent à édifier dans les campagnes des demeures de prestige, parfois dans un esprit concurrentiel. Ici, à l'écran, vous avez le domaine de la Dragonne, propriété d'une des grandes familles du Biterrois, les Fayet, et connue, entre autres, grâce à un très grand collectionneur, Gustave Fayet. La crise phylloxérique, qui va survenir en 1863 dans le Gard, gagne
les terres héroltaises, audoises et roussillonnaises, et va contribuer également à une modification du finage et des éléments de production en faveur des grands propriétaires. Il faudra environ une dizaine d'années aux pucerons pour atteindre le biterrois. Durant cette période, les propriétaires biterrois, encore détenteurs de vignes, vont s'enrichir. La pénurie faisant grimper les prix de vente, parfois jusqu'à les tripler, quadrupler, voire davantage. Dès lors, on va assister à une véritable éclosion de châteaux en biterrois et narbonnais. Ici, vous voyez un tableau où je vous ai mis les millions d'hectolitres produits dans l'Hérault. Donc, jusqu'à 1875, la production reste quasiment la même. Et c'est vraiment en 1876 que le puceron va totalement envahir tout le département et cela va s'en ressentir dans la production. Et donc, quand vous voyez les 6,5 ou les 2 millions d'euros, ce sont essentiellement les vignes des grands propriétaires qui produisent encore. Donc, comme je vous le disais, grâce à cette manne d'argent, on va construire des châteaux de plus en plus ostentatoires. Et l'historienne de l'art, qui a été également qui a été la première à faire une thèse sur la thématique des châteaux viticoles en Languedoc, l'historienne de l'art Catherine Ferras, va caractériser ces nouvelles demeures comme l'expression architecturale d'un modèle social, grand bourgeois, urbain, trônant au milieu du domaine, mis en scène dans un vaste parc dessiné, mais ne servant que l'été et lors des vendages. L'appel à des architectes de renom comme Garros confère à ces nouvelles demeures un caractère somptueux, rompant avec les traditions locales. Les châteaux viticoles qu'il conçoit n'utilisent plus les techniques et pratiques régionales, mais importent des procédés en vigueur en Gironde depuis plus de 30 ans. Michel Louis Garros est né le 18 septembre 1833 à Barsac, commune située à une dizaine de kilomètres du village de Sauternes et de ses châteaux mondialement connus tels que Yquem, Filloux et Fargues. Son père, Jean-Léonard Garros, est régisseur du plus prestigieux d'entre eux, le château Yquem. Après avoir obtenu son baccalauréat, Michel Louis Garros part à Paris pour étudier l'architecture aux Beaux-Arts, où il est formé notamment par le professeur Simon-Claude Constant Dufeu, un architecte renommé pour ses restaurations d'édifices antiques et médiévaux. À la fin de ses études, il retourne en Gironde et en 1860, il épouse Augustine Jacquemet, fille d'un influent manufacturier et adjoint au maire de Bordeaux, et si je ne me trompe pas, en 1849. Malgré l'appui de son beau-père, il se détourne rapidement des commandes publiques pour se consacrer à des projets privés. Période florissante pour la création, l'osmanisation de la ville lui offre l'opportunité de construire de nombreux hôtels particuliers et immeubles de rapport. Je vous en ai mis 2 à l'écran, notamment l'hôtel de Madame Martin au numéro 10, place Pays-Berlin, et le hôtel particulier de Frédéric Exo, 8 rue Théodore Gardère. À une époque où, comme l'a justement souligné Robert Coustet, il est admis qu'une personne bien née, dotée d'une brillante position sociale et d'une belle fortune, ne peut habiter qu'un château, Garros et ses confrères
s'attache à concrétiser cet idéal. La première commande qui influe sur sa carrière en tant qu'architecte de château est celle de Fonréau à Listrac en 1863. Sa carrière lancée, il construit entre 1863 et 1907 pas moins de 8 châteaux en Gironde et en restaure 10 autres. Sur ces premiers châteaux, Fonréau, Maillet, Gratequina, construits avant 1870, il applique le plan symétrique classique. Fondé selon Cécile d'Antaribes sur le concept de la boîte architectonique symétrique, l'édifice de plan rectangulaire est organisé en espaces dont la symétrie détermine la fonction. En 1875, avec la construction du château de la Chênaie à Cussac, il va rompre avec ce modèle académique et va concevoir désormais le château en fonction des éléments du programme à satisfaire. Ce principe guidera l'ensemble de sa production ultérieure, notamment dans le Biterrois et le Narbonnais, où il réalise certaines de ses plus belles œuvres éclectiques. Né vers les années 1850, l'éclectisme s'oppose à la rigidité académique, en puisant dans les styles historiques européens pour répondre à un besoin d'architecture de représentation. Lors d'une conférence qu'il donna à Béziers il y a près de 30 ans, Michel Garros, donc la quatrième génération, présente son arrière-grand-père en ces termes. Il aime Viollet-le-Duc dans sa recherche historiciste et n'apprécie pas la symétrie qui n'existe pas dans la nature. Architecte profondément éclectique, Michel-Louis Garros revisite ses styles européens avec beaucoup de subtilité, comme par exemple le néo-renaissance, avec des châteaux comme Valmirande, que l'on verra un peu plus tard, Parampure, qui est aujourd'hui nommé Clément Pichon, ou Lagardy. Mais aussi, il fera appel au néo-gothique pour des châteaux comme par exemple Libouriac, dans l'Hérault, Sepserou, Rouher ou La Devèze. La qualité architecturale de ces œuvres fait qu'en 1887, il est couronné par la Société centrale des architectes en tant que maître d'œuvre ayant réalisé en province les travaux d'architecture les plus remarquables de la décennie écoulée. Depuis que la Compagnie des chemins de fer du Midi a réalisé la ligne Bordeaux-Sète, les échanges entre les deux bastions de la viticulture n'ont cessé de s'intensifier. Au-delà des marchandises, le chemin de fer diffuse un mode de vie désormais interrégional. Aux alentours des années 1880, le Bas-Languedoc connaît un âge d'or de la construction de domaines viticoles. S'identifiant à celle du Bordelais, une partie de la bourgeoisie languedocienne fait appel à l'architecte bordelais dont la réputation n'est plus à faire. De ce fait, sa notoriété rejaillit sur le programme à bâtir.
et fait honneur au commanditaire. Sa venue dans la région semble avoir deux origines. La première viendrait de la famille de Cassagne, propriétaire de nombreux domaines. Résultant sans nul doute d'une rencontre à Bordeaux, sa venue en Biterrois en 1882 fait suite à une invitation d'Isore de Cassagne, veuve d'Alban d'Andoc, pour effectuer des agrandissements à son domaine de Saint-Geniès de Ménestrol, près de Béziers. Si vous regardez le plan sur votre gauche, vous vous rendez compte que l'édifice a été fortement remanié, et notamment dans ses parties hautes. Le château fut surélevé et doté d'un perron, tandis que la façade, plus décorée, a été rehaussée par une tour centrale. Là, on ne le voit pas à l'écran, mais sachez que les vastes communs et l'orangerie ont fait partie de ces travaux importants. La seconde origine de sa venue en appelle au monde professionnel. Plus précisément, aux paysagistes, les frères Denis et Eugène Buller, propriétaires du château Ripaud à Saint-Émilion. Alors, les paysagistes connaissaient bien le territoire du Biterrois. C'est notamment eux qui ont dessiné le plateau des poètes à Béziers en 1867. Et ils connaissaient également très bien notre architecte. Ils vont travailler sur de nombreux projets, dont celui du château de Malleret en 1873. Et sans le doute, au cours d'une réunion ou d'un repas, ils n'ont pas manqué de lui parler de l'énorme potentiel qu'offrent les plaines biterroises et narbonnaises. Maître d'un genre qui fut sa spécialité, les châteaux, comme l'écrivait Robert Coustet, il construit en 1885 les châteaux de Libouriac et de Sepserou, puis ceux de Rouerre en 1887, et que vous voyez à l'écran, la Devèze, Saint-Pierre-de-Serjac, Lagardie, ainsi que Saint-Jean-de-Grézin, qui est clairement un clin d'œil à Carcassonne. Il va remanier de nombreux autres domaines, aussi bien au niveau de l'habitat que des dépendances. On a là, certes, les constructions du château ex nihilo, mais quand on parle de restauration du château, c'est quasiment une construction, puisque l'édifice est totalement remanié, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il remanie également les dépendances, ou en crée de nouvelles. Pour ces dépendances, la déclinaison architecturale rompt avec l'habitation. L'intervention de Michel-Louis Garros, en Biterrois et Narbonnais, privilégie, de ce qu'on a pu constater, généralement l'îlot d'habitation. Il ne reste pas moins qu'il agit sur de nombreuses dépendances. Héritant d'une certaine sobriété dans le traitement, les dépendances, d'après l'historienne Cécile d'Antarib, donnent malgré ce la mesure de la richesse du domaine et expriment un rôle primordial dans l'expansion économique de la propriété. Les interventions de Michel, Louis ou de son fils Alexandre sur ces dernières relèvent de programmes divers: création, restauration, aménagement.
Pour le domaine de Libouriac, et c'est le cas pour de nombreux autres domaines, la conservation des anciennes caves entraîne un agrandissement par travées supplémentaires. L'ancienne cave, je l'ai noté, c'est le point rouge. Et là, forcément, la nouvelle travée est juste à côté. Et oui, ils ne pouvaient pas raser l'ancienne cave parce qu'il y avait toujours la récolte qui arrivait. Donc, ils étaient obligés de construire une autre travée ou de garder l'ancienne cave, d'en construire une nouvelle juste à côté. Et au moment où la nouvelle est en fonctionnement, on va soit réutiliser l'ancienne cave pour faire autre chose, des logements par exemple, ou la détruire. L'architecte bordelais est l'un des premiers en Bas-Languedoc à éloigner les communs de l'habitat castral, comme c'est le cas à Libouriac, à Lagardy et Saint-Pierre-de-Serjac. À Libouriac, Michel-Louis Garros, à l'écart du château, comme vous pouvez le voir, crée autour d'une cour ouverte un complexe de vinification riche d'une vaste cave, de logements pour les ouvriers de la vigne, de maisons pour le régisseur et le maître de chai, d'une écurie et d'une distillerie. Son travail dans la région reflète celui de l'architecte Henri Théodore Dufaux, dont les dates sont 1810-1889, considéré comme l'instigateur dans le Bordelais de l'évolution du principe d'autonomie et de fonctionnalité des espaces communs. Cette évolution repose sur les progrès de la vinification que va connaître la région dans le dernier quart du XIXe siècle. Michel-Louis Garros poursuit la formation de ses fils dans l'atelier familial. À partir des années 1890, l'architecte commence à travailler avec eux. Il les invite, comme le souligne l'historien de l'art Marc Saboya, à se concentrer sur des projets où la commande privée prédomine, à satisfaire les attentes d'une clientèle spécifique, tout en jonglant entre les modèles théoriques façonnés par l'enseignement de la grande culture classique à Paris et les exigences locales, plus modestes, mais également plus complexes. Exemple de cette démarche, en 1883, il présente en tant qu'aspirant son fils aîné Jean aux examens d'admission à l'école des beaux-arts. L'aîné, qui ne finit pas ses études, reçoit la charge d'administrer l'agence, permettant à son père et à son frère Alexandre, qui obtient son diplôme en juin 1894, de se consacrer entièrement à leur chantier. Alexandre, qui, pour l'obtention de son diplôme, présente le projet d'un domaine viticole dans le Midi, va se familiariser avec le métier en assistant son père sur de nombreux chantiers et à Languedoc sur les chantiers du Terral, de Lagardy et surtout le joyau Valmirande, que l'on trouve sur la commune de Montrégeau. Alors, Valmirande n'est pas un château viticole, mais c'est une œuvre magistrale et je ne pouvais pas ne pas vous la présenter. Alexandre, forcément, va reprendre le cabinet à la mort de Michel-Louis Garros en 1911. Il va construire dans les premières décennies du XXe siècle plusieurs châteaux, dont celui de Pinet
en 1911 et va restaurer des châteaux un peu de partout, comme par exemple celui de Lézignaud à Béziers entre 1912 et 1923, ou celui du château de Fontbardin à Cudos entre 1910 et 1914. Et comme son père avait pu le faire avec lui, il forme, puis s'associe avec ses deux fils, Louis et Marcel, qui interviennent également à Languedoc, mais dans une moindre mesure. Entre 1884 et 1935, dans la plaine languedocienne, la dynastie Garros a laissé une empreinte exceptionnelle. 11 châteaux construits, 29 agrandis, 33 hôtels particuliers édifiés ou réaménagés, dont 32 à Béziers. Aujourd'hui, certains de ces châteaux, pourtant inscrits dans une démarche de protection du patrimoine, sont menacés. Leur cadre végétal disparaît peu à peu sous la bétonisation, tandis que l'agriculture périurbaine décline. Si l'on ne leur redonne pas rapidement une place visible et reconnue dans l'histoire régionale, nous risquons de perdre l'un des maillons les plus significatifs de l'identité du Languedoc. La viticulture traverse une crise sans précédent. Je crois que c'est le moment de proposer une exposition ambitieuse avec, si possible, une visibilité internationale qui mette en lumière ses réalisations et le rôle central de Michel-Louis Garros et de sa dynastie. Quel meilleur lien entre les grands bastions viticoles français que l'architecture qui les a façonnés, symbole à la fois de patrimoine et de mémoire collective. Je vous remercie. Je t'entends pas, Marguerite. Ouais, Ah, ça y est. je crois que t'as pas le son, Marguerite. Excuse-moi. Merci beaucoup, Dominique, de nous avoir présenté cette famille Garros et surtout les réalisations qui ont été faites à la fois autour de Béziers, mais aussi en Bordelais. Je m'adresse au public. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et je ferai l'intermédiaire pour les poser. Moi, j'en ai plusieurs à te poser et pour commencer, je vais te les poser. Tu as dit que ces châteaux étaient éclectiques. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que c'est que l'éclectisme à la fin du 19e siècle, que l'on retrouve pas seulement chez les Garros, mais chez d'autres architectes qui ont travaillé en particulier sur Bordeaux? En quoi cela consiste au niveau architectural? En gros, l'éclectisme va rompre avec le style qui a dominé jusqu'alors, c'est-à-dire l'académisme, le néoclassicisme plutôt. Et l'éclectisme, c'est en gros, on prend plusieurs styles. On va s'inspirer de styles français, la Renaissance française, la Renaissance italienne, le néogothique français, anglais, hollandais, etc. Et on va essayer de synthétiser l'ensemble de ces styles selon l'envie et les goûts du propriétaire.
Donc, il arrive généralement que Michel Louis-Garros, quand il fait des propositions, on a plusieurs types de châteaux avant que le propriétaire se décide. Donc, il lui apporte des plans. Ce plan, par exemple, fera ce que le château aura tendance à être plutôt de style néo-renaissance ou néo-gothique. Et c'est suivant le goût du propriétaire qu'après, il y a un dialogue qui s'instaure entre les deux personnes pour finaliser l'œuvre. Donc l'éclectisme, donc c'est vraiment apparaît, on va dire, réellement dans la seconde moitié du 19e siècle. Il va dominer sur l'ensemble des châteaux du Biterrois et du Narbonnais, mais aussi dans le Roussillon. Et ce sont parmi les plus belles œuvres que l'on possède dans notre région. Et est-ce que dans ces constructions Garros, il y a eu finalement une ligne directrice, un modèle que l'on retrouve un peu dans tous les châteaux? Est-ce qu'on peut voir ça ou est-ce que d'un château à l'autre, on passe dans des éléments extrêmement différents? Alors, c'est difficile à répondre. Oui, oui et non. Oui, parce que certains, par exemple, on peut retrouver certains éléments de château dans le Bordelais, au niveau des façades, des tours, que l'on va retrouver également dans des châteaux du Languedoc. Par exemple, enfin, pour citer un seul exemple, le château Saint-Géniès de Ménestrol, je me rappelle très bien, dans les archives du château, il y avait des photos du château de Clément Pichon. Et, euh, et en fait, Michel-Louis Garros était un féru et aussi ses enfants, de photographie. Et la photographie, plus que des plans, ça parle beaucoup plus aux propriétaires. Et donc, il envoyait régulièrement à ses propriétaires ses réalisations. Et dans les archives de Saint-Genès-le-Ménestrol, on retrouve les photos d'aujourd'hui Clément Pichon. Et sans nul doute que Isor de Cassagne a, a voulu s'en inspirer pour Saint-Genès de Ménestrol, certains éléments, entre autres. Notamment, il me semble, une cage d'escalier. D'accord. Alors, ces châteaux sont magnifiques, hein. On a vu de très très beaux châteaux. Ils ont un coût. Est-ce que, à travers les archives Garros, tu as pu évaluer ce que ça représentait au niveau de l'investissement financier, qui suppose des familles, évidemment, extrêmement riches, capables de soutenir, une construction, aussi imposante et importante? Alors je te remercie pour la question, Marguerite. En fait, on n'a pas travaillé sur ces questions-là. C'était l'objectif de poursuivre en fait qui est en fait un programme numéro 2 pour poursuivre sur ces questions économiques, mais aussi commencer à s'intéresser au Bordelais parce qu'on a notre travail, c'est uniquement centré sur l'Hérault et l'Aude parce que l'œuvre est tellement colossale il va falloir plusieurs années pour faire quelque chose de réellement solide. Et pour l'acquisition des châteaux, on a tout ce qu'il faut pour faire un travail sérieux. Et enfin, j'ai le prix de l'ensemble des constructions, du mobilier, des décorations, des dépendances. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour faire quelque chose de bien. Mais pour l'instant, on n'est pas allé plus loin dans la recherche. Alors, je n'ai toujours pas de questions, Ah, donc je si, vais si, si, il y a continuer. plein de questions, Marguerite, dans le chat qui sont arrivées. Ah, Elles Ah, mais sont je dans ne le sais pas lire. module questions-réponses. Alors, si tu veux, je peux D'accord, participer à d'accord. commencer. Il y a eu beaucoup de questions, effectivement, voilà. sur votre présentation, Dominique. Merci beaucoup. La première d'entre elles, c'est savoir si justement ce modèle bordelais, languedocien s'est exporté ailleurs. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu d'autres construction Garros, signé Garros ailleurs que en Languedoc, voilà.
Est-ce qu'on Oui, a eu à l'étranger en particulier? à l'étranger, pas à ma connaissance. Mhm. Pas à ma connaissance, mais la plus grande partie de son œuvre, c'est vraiment les deux régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Après, ils ont fait quelques œuvres dans les Deux-Sèvres. J'ai plus la carte à mémoire, mais enfin voilà, il y a eu ils ont travaillé sur 19 départements. Voilà. Ah oui, Donc, d'accord, d'accord. c'est assez important. Et ça, c'est uniquement les châteaux et domaines vitivinicoles. Mhm. Donc, tout ce qui est immeubles d'habitation, hôtels particuliers, édifices publics, les églises, les écoles et tout ça n'a pas été mis en avant, n'a pas été étudié. Donc, à mon avis, l'œuvre est encore, c'est monstrueux. C'est une chance phénoménale qu'à Bordeaux de posséder un fonds aussi riche. Ouais, Quatre oui. générations d'architectes. Même pour l'histoire de Bordeaux, on a 130 ans. Enfin, c'est Mhm. incroyable. C'est un des plus beaux fonds que j'ai pu avoir entre les mains. Et alors, il y a d'autres questions qui relèvent aussi de l'environnement du château, Oui. notamment les parcs. Par exemple, savoir quelle est la taille moyenne des parcs, s'il y en a une. Autour de Béziers, par exemple, est-ce que plutôt ça s'inspire de choses existantes ou est-ce que ce sont plutôt des créations ex nihilo? Est-ce qu'il y a eu des études un peu typologiques de type de parc qui accompagneraient tel type de château? Donc voilà, on a un certain nombre de questions qui sont justement liées à cet aspect complémentarité dedans-dehors. Et on en a une autre, du coup je la pose en même temps, sur justement cette question des modèles et des influences architecturales, sur les couvertures en ardoise. Pourquoi est-ce qu'on a certains parcs comme ça qui ont ces couvertures en ardoise? Est-ce que c'est assez fréquent ou est-ce que c'est plutôt pour donner un style un peu, euh, un peu spécifique, un peu riche, un peu original? Très bien. Alors, pour les parcs, je regrette que ma collègue Alix Audurier-Cros, qui est la spécialiste de tout ce qui est parc paysager et paysagiste, ne soit pas avec moi. Ça, je ne peux pas vous dire exactement la superficie moyenne, mais compter plusieurs hectares à chaque fois. Aussi bien le parc de devant le château que derrière. Ça, c'est évident. Et je vous renvoie pour ces questions-là à regarder les ouvrages et articles de Madame Audurier-Cros. Voilà. Et quant aux ardoises, en Languedoc, c'était surtout la tuile. Et si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que ils vont rompre, enfin, Garros va rompre avec les us et coutumes des procédés de construction de la région. Et donc, les tuiles n'ont plus leur place. Il faut faire riche, il faut faire noble, et donc on va utiliser l'ardoise. Ça va magnifier le château. Autre question aussi, dans le public, on voudrait savoir si ces Garros étaient des amateurs de vin et est-ce que tu as pu avoir des éléments là-dessus? Est-ce qu'ils s'intéressaient au vin? Alors, oui, il s'intéressait au vin. Ça, c'est parce que bon, Michel Louis Garros n'était pas seul, n'était pas fils unique. Il avait une famille et donc la plupart des frères travaillaient dans le négoce des vins. Et il possédait également une propriété viticole qui produisait du vin. Alors, veuillez m'excuser, j'ai totalement oublié le nom du château. Et Monsieur Bertrand Garossi, si vous me regardez, je m'en excuse. C'était le château Suot. Voilà, merci. C'était le château Suot. C'est J'ai été ça, amenée aussi à travailler un peu dessus par les Garros qui étaient les hmm, régisseurs d'ICAM. c'est ça. Et effectivement, ils étaient amenés à s'intéresser au vin puisqu'ils avaient monté pour les Lursalus une grosse entreprise à Paris où ils vendaient les vins du Bordelais et de certaines familles du Bordelais.
Oui, il faut, et clairement, enfin, par le biais de ton travail, euh, qu'on peut, peut lire, Jean-Léonard Garros a été très important pour son fils Michel Louis. Et c'est sans nul doute lui qui a dit, laisse tomber la commande publique et concentre-toi sur la commande privée et les châteaux viticoles. Parce qu'il était au cœur de la matrice, son père, et c'est, à mon avis, c'est lui qui a. Alors, justement, à propos de public-privé, certaines personnes dans le public voudraient savoir si ces châteaux du Biterrois, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent et est-ce qu'ils sont aux mains de propriétaires privés ou s'ils appartiennent à des collectivités territoriales ou autres et au public, donc. Alors, certains à des collectivités territoriales, mais la plupart appartiennent encore aux familles. Et ces familles ont, j'ai rencontré plusieurs, et ont la volonté également de promouvoir, de mettre en valeur ces châteaux du Biterrois. Donc, voilà, c'est depuis la construction du château, donc par exemple Saint-Géniès de Ménestrol, le Terral, enfin, je pourrais en citer des dizaines, sont encore aux mains des familles. Donc c'est une chance réelle. Il y a quand même quelques châteaux qui ont été achetés par des promoteurs immobiliers. En gros, généralement, il y a tout ce qui est terre et cave, c'est un vigneron qui l'a acquis. Et la demeure, par contre, va être transformée avec les dépendances en logement. Un logement de haut standing et généralement pour accueillir une clientèle étrangère. Parce que nos contrées sont quand même très belles. Oui, il y a la demeure et les dépendances. Et les dépendances, tu as évoqué les chais Oui. tout à l'heure. Ces chais, est-ce qu'il y a à l'intérieur des aménagements spécifiques? Adapté à la demande du propriétaire ou voire même voulu par l'architecte qui voit l'utilité de faire un pan incliné à tel endroit, par exemple, pour faire circuler les barriques ou autre. Est-ce que tu as rencontré ce type d'éléments dans les archives que tu as pu consulter? Oui, clairement. Alors, ces caves, c'était des constructions modernes. Aussi bien la bâtisse elle-même que tout ce qui était machinerie. On était à la pointe. N'oubliez pas que les propriétaires étaient également à la pointe et ils lisaient toute la littérature propre à la production du vin, aux machineries, etc. L'architecte va également évoluer avec le temps. Et à la fin des années 1890, on va commencer à avoir plusieurs crises. Et des crises qui vont annoncer 1907. Et ces propriétaires, qui étaient en fait des multipropriétaires, vont se dire, enfin pour ceux qui pouvaient, vont se dire, bon, je ne vais pas vendre mon vin alors que le cours est bas, je vais attendre un peu pour que les cours remontent. Et ils vont décider de construire de nouvelles caves, de nouvelles travées. Et on verra, par exemple, deux chais collés côte à côte, et puis 3 ans plus tard, construire une autre cave pour toujours accueillir le vin et en fait spéculer sur le vin. Et quand le cours des vins va augmenter, là, ils vont vendre. Et quelquefois, ces multipropriétaires vont acheter la production d'autres propriétaires. Et il ne faut pas oublier que la production du vin, c'est chaque année. Et donc, pour accueillir la nouvelle vendange, nous, enfin, ici, on ne faisait pas du vin de garde. Donc, pour accueillir la nouvelle vendange, il faut vider la cave. Et ces propriétaires avaient les mains liées et ils ont été obligés de vendre à bas prix. Et ces multipropriétaires vont, pour certains d'entre eux, vont en profiter, racheter
la production des autres propriétaires. Et pour cela, il va falloir qu'ils construisent d'autres caves. Et c'est pour ça qu'on va basculer des grands foudres en bois aux cuves en béton armé. Et ces cuves en béton armé, on aura au départ juste au rez-de-chaussée, et puis on verra quelques années plus tard, eh bien, on va construire une autre série de cuves au-dessus des premières, et quelquefois, on va avoir 3 niveaux de cuves en béton. Ce sont des caves gigantesques. Et il faut se dire que certaines des caves font plus de 100 mètres de long. Merci de nous rappeler tout ça. Il est vrai que quand on pense à la vigne et au vin, on pense aussi à l'investissement que ça représente, hein. Les propriétaires ne font pas que vendre, hein. Ils investissent aussi et c'est parfois considérable, hein, dans le monde du vin. Dernière question, Oui. parce que je vois que le temps passe. Il y a quelqu'un qui s'intéresse au cadre de vie de ses propriétaires. Est-ce qu'il y a des éléments dans ce que tu as pu trouver sur les Garros? On a vu l'extérieur jusqu'à présent et les jardins et les façades. Est-ce que pour l'intérieur, il y a des aménagements particuliers dans ces châteaux auxquels ils auraient participé? Alors, c'est suivant le goût du propriétaire. Et quelquefois, le goût va changer. On pourra avoir, je ne sais pas, par exemple, un salon, je vous dis comme ça, Louis XV, et puis quelques années plus tard, le propriétaire va décider de changer et on aura un intérieur plutôt japonisant. Enfin, il va y avoir vraiment, ça va énormément enfin, les intérieurs vont changer régulièrement. Pas tout le temps, mais régulièrement. Et au fil des générations, parce que comme je vous disais, on a Michel Louis Garros, Alexandre, Louis et Marcel. Et forcément, les propriétaires changent également, et c'est les enfants, petits-enfants, et les goûts évoluent. Et donc, quelquefois, on trouvera aussi dans les intérieurs de l'art nouveau ou de l'art déco. D'accord. En fonction de la mode du moment et Exactement. donc on réinvestit. Exactement. Bon, merci beaucoup. On va peut-être arrêter là, hein, cette belle présent. Enfin, je te remercie beaucoup, hein, pour cette belle présentation. La semaine prochaine, vous aurez à nouveau une présentation, mais on reviendra sur le 18e siècle, le 18e siècle bordelais, avec l'origine finalement du château viticole. Et nous allons nous plonger non pas dans le Biterrois, mais dans le Bordelais. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.